Juba II est l'invention du faux atlas marocain, quand Juba embrouille la géographie africaine. Le mont Diri de Barbarie en Mauritanie, Mourouzi confondu au mont Atlan d'Éthiopie antique et la fausse théorie des cours discontinus et souterrains du Nil. Le Diri n'est pas l'Atlan. Juba II a menti. Le premier auteur à confondre le Diri de Barbarie après Juba II et sous l'influence de ce dernier est Strabon. Les auteurs gréco-romains comme Strabon, Pline et Vitruve placent le mont Atlan en Mauritanie Mourouzi. Cela veut dire que Juba II, Pline et Vitruve qui placent les sources du Nil près du mont Atlan veulent clairement dire que le Nil prend sa source en Mauritanie, Maroc. Une telle absurdité géographique a forcé les auteurs tardifs grecs comme latins comme Juba II, Pline, Vitruve et Saint Augustin à imaginer des cours souterraines pour le Nil. En réalité, le mont Atlan des Grecs est en Éthiopie et non en Mauritanie, Mourouzi. Pourquoi Juba II aurait déplacé l'Atlas en Mauritanie? À un contexte politique et dynastique. Juba II, 52 avenue Jésus-Christ, 23 AP. Jésus-Christ était roi client de Rome, installé par Auguste. Pour asseoir sa légitimité, il devait donner à son royaume une profondeur mythologique. Associer la Mauritanie à des héros grecs et à l'Atlas mythique lui permettait d'intégrer son territoire dans l'Ouakoumène gréco-romaine, la carte du monde civilisé. 2. L'héritage libico-grec. Déjà chez Hérodote et Diodore de Sicile, on trouve des traditions qui placent Atlas en Afrique, et assez clairement au cœur de l'Éthiopie subnigrite sur la côte atlantique. Juba II a repris et cristallisé ces traditions en désignant une montagne réelle du Maroc, le Haut-le-Diri ou Dera de Barbarie ou l'Atlas de Tingitan, comme le véritable Atlas. 3. Une stratégie de prestige culturel. Juba II était un grand érudit, auteur d'ouvrages en grec, notamment Libica. En plaçant l'Atlas en Mauritanie, il pouvait faire de son royaume le théâtre des grands mythes, Hercule, Atlas, les Hespérides. Cela transformait la Mauritanie en terre légendaire, digne d'intérêt pour les Grecs et les Romains. 4. Instrument de propagande augustéenne. Rome cherchait à intégrer la Mauritanie dans son empire en valorisant son importance. Le fait que le pilier du ciel soit sur son territoire faisait de la Mauritanie une extrémité prestigieuse du monde romain. Cela servait autant à Juba II qu'à Auguste pour magnifier la conquête et l'unification du monde connu. 5. Conséquences historiques. Grâce à Juba II, la tradition gréco-romaine a figé définitivement le mont Atlas en Mauritanie. Strabon, Vitruve, Pline l'Ancien et d'autres auteurs l'ont repris, perpétuant ainsi une tradition probablement née comme une invention politico-culturelle. En résumé, Juba II a probablement inventé ou du moins fixer la localisation de l'Atlas au Maroc pour légitimer son royaume, gréciser son histoire et servir la propagande romaine. C'était un moyen d'ancrer la Mauritanie dans l'imaginaire mythologique antique. 1. Les Atlants de Libye sont localisés par Hérodote 4, 184, à proximité d'une montagne qui s'appelle Atlas astérisque et passe pour la colonne du ciel et à 20 journées à l'ouest des Garamantes. Ils sont végétariens et ne voient rien en songe. Ils se trouvent apparemment assez loin des colonnes d'Héraclès 4, 185. Polybe, cité par Pline, place le mont Atlan en Éthiopie très loin de la Mauritanie. Pline note une nette différence entre la situation géographique le mont Atlan chez Polybe par rapport au mont Atlan des géographes plus tardifs. Une partie des données d'Hérodote sera reprise par Mella, I, 23 et 43, qui situe vaguement les Atlantes au couchant. Pline l'Ancien, V, 44 à 45, qui fait état d'une opinion les plaçant au milieu des solitudes. Solin, 31, 2, Marcianus Capella, 6, 673, et même Amir Marcelin, 15, 3, 6, qui les nomme Atlantais. 2. Diodore de Sicile, qui les nomme Atlanti, 3, 1, 3, les situe également en Éthiopie, d'après des sources hellénistiques, près de l'océan et de l'Atlan. 3, 54, 1, 56, 2, 59, 8, 60, 1, et même, pour certains d'entre eux, dans le pays de Cernée. 3, 54, 4, si bien qu'ils n'hésitent pas à les appeler Cernéens, 3, 54, 5. Quant à Pausania I, 33, 5, au IIe siècle de notre ère, il prétend que les Atlantes sont assimilés par Hérodote aux Nasamons, Libyens, Éthiopiens, Noirs, dont il fait lui-même les derniers Libyens, Africains noirs, limitrophes de l'Atlan, et en contact avec des Éthiopiens. C'est dans cette perspective que Isidore de Séville place le mont Atlan en plein milieu de l'Éthiopie vers le sud après la traversée de l'Éthiopie. Si l'on tient compte des descriptions de Hérodote, de Polybe, de Diodore et surtout d'Isidore, le mont Atlan se situe en Éthiopie, au sud du cours supérieur du Niger, et donc forcément le mont Cameroun encore appelé le char des dieux dans le texte du périple de Hanon. Le Cameroun fait partie de l'Éthiopie, subnigrite de l'Antiquité à ne pas confondre avec l'Éthiopie sub-égyptienne qui est au Soudan actuel.
Le lac Tritonie, relatif au Garamante et au Nasamon, n'est donc pas en Tunisie. Le lac Tritonie correspond donc au lac Kinji au nord-ouest du Nigeria. Isidore de Séville dit que les Garamantes se situent entre Cyrène et l'Éthiopie. Il est évident que le Niger de Vitruve et le Nigri-Triton de Pline est clairement le fleuve Niger appelé Triton par Diodore. Le tout premier auteur grec à situer le mont Atlan en Maurétanie est Strabon, certainement sous influence des affirmations de Jubal II. En effet, les auteurs latins Jubal II, Vitruve, etc., ne connaissent pas la partie du fleuve Niger au-delà du lac Triton, lac Kinji au Nigeria, et le confondent à partir de la Haut-Nil. C'est ce qui explique aussi que Rachi, un rabbin juif commentateur du Pentateuque, pense aussi que le Pichon qui passe au pays des Gétules, Touareg ou Éviléen descendant de Avila, fils de Couche selon Flavius, est le Nil. Ainsi, Rachi confond aussi le Niger, Pichon, et le Nil, Géon selon Flavius. Le Pichon étant associé au pays des Éthiopiens, et sachant qu'il y a en Inde des peuples appelés Éthiopiens orientaux aux cheveux raides par Hérodote, on a vite cru que le Pichon est en Inde au pays des Éthiopiens, aux cheveux raides. C'est ainsi que Flavius pense que le Pichon est le Gange, bien qu'il affirme de Avila ou Éviléen désigne les Gétules qui sont un peuple de Libye. On voit aussi que le roi Alexandre de Macédoine, après avoir atteint l'Indus, a cru qu'il est aux sources du Nil au sud d'Éthiopie. Ces absurdités géographiques iront jusqu'à influencer le texte biblique du livre de la Genèse ou le Pichon, c'est-à-dire le fleuve Niger qui est le Gange, selon Flavius, Saint-Augustin, etc., prend sa source dans le Caucase. Ces affirmations de Flavius ont un lien évident avec l'auteur latin Vitruve, qui dit que le Gange prend sa source dans le Caucase. Ces erreurs géographiques des auteurs latins, qui apparaissent dans la Bible où le Nil ou Géon et le Pichon ou le Niger, devenu le fleuve Gange de l'Inde, prennent leur source dans le jardin d'Éden situé dans les hauts plateaux d'Arménie antique, dans le Caucase aux côtés des fleuves Tigre et l'Euphrate, prouvent que la Genèse chapitre 1-11 est composée à l'époque romaine. Strabon va jusqu'à dire que les Maures ou Numides de Maurétanie sont d'origine indienne au lieu de Mèdes-irano-arméniens, selon Yampsal cité par Salluste. Le texte anonyme du pseudo-silax qui place le lac Triton en Tunisie au lieu du Nigeria, lac Kinji, est aussi une invention à placer dans ce même registre. Voilà donc comment la Bible et Jubal II ont rendu l'histoire de l'Afrique antique incompréhensible avec leurs absurdités. Enfin, le fait de situer les Atlantes et donc le Triton au Nigeria, Cameroun et au Bénin n'est ni une invention, ni nouveau, ni idéologique, ce n'est qu'une restitution fidèle de l'antique tradition classique. Au XIXe et au début du XXe siècle, Cyril Amon d'Elger, Léo Frobenius et Jason Colavito le disaient déjà.